est très très heureux de les avoir. Ils sont pas là pour rien. On a choisi des personnes qui sont compatibles avec ce qu'on fait. Donc l'association Stop aux violences d'État est une association qui milite contre les violences d'État, qui milite avec le cœur, qui milite avec un engagement collectif et qui milite avec une partie de notre travail consiste à sensibiliser par l'art et une autre partie consiste à politiser des causes telles que, par exemple, l'article 435-1, donc le refus d'obtempérer, pour faire en sorte que les choses changent. Donc on a essayé de choisir des artistes qui, eux aussi, à travers leur travail, militent à leur manière. Et donc on a Jamil Le Schlag. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Alors, qui se sent de présenter Jamil? Alors, Jamil Le Schlag est un humoriste. C'est un mec de Vichy. Entre nous, en regardant un peu son swag, on le devine. Il est méga génial. Il choisit son humour, il choisit sa manière de travailler, il s'auto-produit, hein. Il est souvent à la scène parisienne et il va partout en France dès qu'il y a quelques pèlerins prêts à t'écouter. Donc voilà, et on est hyper content de t'avoir ce soir. On a juste à côté la belle Louisa Yousfi. Comme elle est très belle, elle mérite un you-you que pour elle. Alors, qui est Louisa Yousfi? C'est un autre style, hein? Elle est autrice. Elle a écrit Restez barbare. Juste comme ça, elle a écrit Restez barbare, mais il a quand même été traduit dans 12 000 langues. Ok? Elle est présente partout. Elle était récemment au Brésil, d'ailleurs, pour présenter son travail. Et elle fait partie du QG des coloniales. On a d'ailleurs Horia Boulteja avec nous. Horia aussi, il lui faut un you-you. Quand je suis fatiguée, je fais beaucoup de you-you et c'est la fin. Et on a Medine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Medine? Alors, Medine, il a un swag de ouf! Franchement, il pourrait être mannequin pour Kenzo ou un truc comme ça, direct. Alors, sinon, c'est un rappeur, c'est un parolier killer, c'est un islamo-gauchiste, il y a des antifas qui l'adorent. Moi aussi, j'adore. Et je vous trouve tous méga génial, mais c'est à vous maintenant de démontrer au public que vous êtes les killers pour lesquels on vous a invités. Rien que ça. Qui veut commencer? Jamil, 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 Jamil! C'est pas grave si j'ai ça aussi? Ok, si on peut baisser. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis extrêmement content d'être là. Je suis un peu moins d'accord avec la présentation que tu as faite, parce que je trouve la belle Louisa, Medine le mannequin, moi le plouc, en gros. Donc c'est terrible. Non, le gars de Vichy, mais bon. Non, c'est parce que là, je sors de spectacle. J'ai une petite... Décathlon, 9 €. Bon, voilà, on essaie de s'en sortir. Oui. En fait, Medine, il sort de spectacle aussi. Ah, c'est pas vrai. Ouais, mais voilà, on fait ce qu'on peut aussi. Voilà. Après, Medine, il est là depuis plus longtemps. Ouais. Je mets un peu plus d'oseille, donc il peut se permettre. Voilà, moi, je viens d'arriver. Voilà. Ça fait 4 ans. Voilà, j'ai une carte bancaire. Avant, voilà, j'avais pas de carte bancaire. Donc, je suis vraiment ravi d'être là.
Et alors, tu as peut-être des questions, Samia, concernant le sujet d'aujourd'hui Non. Non, j'ai vraiment envie de t'écouter, nous raconter tout ça, nous raconter... D'accord, les violences d'État. Alors, je vais commencer. Non. Non, mais c'est le sujet. J'y ai pensé, je te jure, il y a 4 minutes pendant que tu faisais le truc. Ils disaient, c'est quoi la première violence d'État? Eh ben, c'est l'école. Pour moi, pour ma part, c'est l'école. Souvent, pour beaucoup, bon, il y en a, c'est un peu plus tôt, un peu plus tard, mais les gens de ma génération, beaucoup, c'est là, après la 3e, quand on te demande de faire un choix pour la vie, quoi. On te demande, et on est nombreux à avoir fait un BEP. Je ne sais pas si toi, Médine... Pas moi. C'est ça qui fout la haine. Faut préparer aussi le... T'as fait quoi? Ah, STMG. Ouais. Ah, STT, option commerce. Ok. Non, parce que ça a changé de... Toi, gestion littéraire. Ouais, toi. Alors, est-ce qu'il y a des hamars dans le... Qui a foiré l'école par applaudissement, on va dire? Wallah. Attends, non, mais attends. Moi, j'ai la haine. Je suis allé sur un terrain miné. Non, t'as fait quoi comme étude? Non. Voilà, attends, 2 secondes. Là, il y a de l'échec scolaire. Ça se voit. Ça se voit. Oh, je les reconnais. Non, t'as fait quoi du coup comme... Ouais, métier de la comptabilité. Ouais, c'est ça. J'ai fait la même chose. Ah, t'as fait une première d'adaptation? Putain, wallah que moi aussi. Parce que t'étais en BEP et t'as voulu t'en sortir socialement. Et t'as rejoint Médine en STT. Bah, félicitations. Et après, donc, tu as enchaîné avec... Non, non. Non, parce que on m'a donné la parole. Je refile la patate chaude. Ouais, sur la violence d'État, la première. L'école, là, tout à l'heure, l'autre jour, je ramenais ma fille à l'école. Elle vient de rentrer à la maternelle. Donc, c'est le début. Mais c'est d'une violence rare. Elle se réveille à 7 heures, elle veut dormir, on la jette comme ça à l'école. T'as remarqué, tout le monde pleure. Personne. En fait, comme on dirait, on les prépare psychologiquement et on sait qu'il y en a pour 40 ans encore. Et encore, je suis sympa. 20 ans d'école, plus après 40 ans ou 43, je sais plus c'est quoi le plan retraite, quoi. Mais ça va être la galère. En fait, on te prépare déjà dès l'enfance. Tu vois que tout le monde pleure. Et c'est que le début, on va dire, de la galère. Et pour moi, c'était 3e, je trouve. On nous a beaucoup orienté. Moi, j'ai fait un BEP compta. Puis après, je me suis fait virer. J'ai fait un distribution magasinage. C'est un BEP pour être magasinier. Ça a duré 2 ans. Ils ont arrêté. Parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme pour porter des cartons, je m'en rappelle. Wallah. Chapitre 16, comment porter un carton. Je dis, je démissionne. Wallah. Et donc, du coup... quand tu te fais virer parce qu'il y a l'école, mais il y a aussi le fait de se faire renvoyer. On a été nombreux, les frères, à se faire... non, mais on a eu des conseils de discipline où moi, j'ai le souvenir du... vous me dites dès que vous voulez parler, parce que là, j'ai le souvenir de mon proviseur en BEP qui m'a viré. Et il m'a dit, je te vire pas, je te reprends pas à la rentrée. Parce qu'il n'avait pas le droit techniquement de me virer. Parce qu'il a viré tous les mecs de ma cité la même année, parce qu'ils vendaient de la drogue, faut dire la vérité, eux. Mais moi, wallah que j'étais tranquille. Et j'allais à la mosquée, c'était l'époque du GIA. Et du coup, il m'a viré, il t'a dit, je te reprends pas. Donc tu te retrouves en échec scolaire à 16 ans, alors qu'on avait quand même des capacités et tout. Et voilà, je ne sais pas où je vais avec cette idée, Louisa. Mais on compte beaucoup sur toi pour... Non, mais en gros, sur la violence d'État, et je me rappelle avoir eu un rendez-vous avec un autre proviseur qui m'a dit, l'année dernière, on t'a donné une Twingo. C'est 60 000 francs, en fait. Ça coûte 60 000 francs pour scolariser. On t'a donné une Twingo, et toi, t'as craché la Twingo. Mais je trouve ça incroyable. Wallah que je m'en bats les couilles de sa Twingo. Moi, j'ai 16 ans, tu sais. Il me parle d'un truc et j'aimerais savoir s'il dit ça à tout le monde. C'est ça que je me suis dit. Je dis, pourquoi moi, Zama, j'ai niqué 60 000 francs? C'est ça qui veut dire, toi, Khoroto que tu es, t'as niqué 60 000 francs à ma patrie. Tu vois, c'est ça. Moi,
j'arrête parce que je vais Ouais, pleurer dans peu de temps. Je pense que c'est bien qu'on arrête là. Ouais. Puis tu te chauffes. Voilà, et on revient. Non, mais c'est que voilà. Après, je donne aussi volontiers la parole. Oh là que c'est. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. En cette période sombre où la nuit approche vers nous, j'essaie de faire le mec intelligent pour commencer. J'essaie de faire un vrai contraste avec Jamil Le Schlag en fait. Comme ça, il n'y aura pas que les sapes qu'on va nous reprocher entre toi et moi. Je vais dire des mots ultra compliqués. Violence d'État, je vais mettre les pieds dans le plat direct en tant qu'artiste parce que en fait, je suis artiste depuis tellement longtemps que je me souviens en fait des premières violences auxquelles je me suis confronté. J'avais l'âge de 13-14 ans et c'est surtout des institutions. Quand je dis des institutions, à l'époque des MJC, nous on avait les salles d'animation municipales, etc. Eh bien, quand on voulait monter un dossier, il y avait déjà de facto, en plus de toute la sociologie qu'on peut porter, il y avait surtout la mauvaise presse que le rap pouvait avoir à cette époque-là. C'est forcément une musique violente, une musique avec une esthétique qui n'est pas reconnue comme de la musique et comme de l'art en tant que tel, de la sous-culture exactement. Et bien, on se confrontait en plus des sociologies que l'on pouvait avoir à cette mauvaise image, cette nouvelle étiquette qu'on ajoutait à notre ADN, qu'on allait devoir se traîner, qu'on se traîne encore jusqu'à aujourd'hui, hein, malgré le fait que le rap soit aujourd'hui la musique la plus populaire, parce que le capitalisme a surtout rattrapé cette musique et on a fait ce qu'elle doit en faire, cette machine à broyer à chaque fois. Et donc cette musique à l'époque avait cette étiquette-là. Et de facto, en fait, quand on venait avec un projet sur le papier, aidez-nous, on a besoin d'investir dans un studio. Aidez-nous, ne serait-ce qu'à avoir un lieu pour pouvoir se réunir et se structurer. Eh bien, de facto, en fait, on se confrontait à une municipalité, à un conseil régional, à un conseil départemental qui n'entendait même pas le langage que l'on portait. Ils ne comprenaient pas. Il fallait absolument qu'on rentre dans une autre case. Alors, ils essayaient de nous pousser vers les musiques actuelles, de nous pousser vers les musiques électroniques. Il fallait qu'on ressemble à quelqu'un d'autre. Il fallait que notre musique, il fallait que notre esthétique ressemble à une autre esthétique pour pouvoir être accepté. Je le vois dans la musique et je le vois dans le sport parce que moi, je suis issu d'une famille de boxeurs. Mon père est entraîneur de boxe et aujourd'hui, il a un club qui s'appelle la Don't Panic Team. Ça fait 17 ans que ça existe. Et à l'époque, il fallait que la boxe ressemble à autre chose pour pouvoir être accepté dans les lieux. Quand vous êtes un footballeur, vous avez un stade de foot. Quand vous êtes un tennisman, tenniswoman, vous avez un court. Je te laisse faire la métaphore et la dérouler dans ton esprit. Quand tu es un boxeur, tu vas dans un tout autre équipement qui n'est pas une salle de sport. C'est forcément un gymnase qui n'est pas du tout adapté. Et la sociologie des gens qui pratiquaient la boxe au Havre, de là où est-ce que je viens, c'était souvent des gens issus de l'immigration ou alors des gens du milieu ouvrier, les dockers, etc. Et donc la sociologie se retrouvait dans ce sport à devoir s'adapter dès le début. Et c'est une vraie leçon que je connais en tant qu'artiste, mais que je connais aussi en tant qu'acteur associatif, parce que j'ai forcément été enrôlé par mon père dans cette association pour faire de la paperasse et essayer d'aller chercher des subventions à droite à gauche. Donc cette violence, en tant qu'artiste et en tant que militant associatif, je la constate moi comment dire, au début de mon existence administrative, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Bah, du coup, Médine, moi, ça me donne envie. Ça me donne envie de te poser une question. Il y a un bouquin qui est paru à la Fabrique là, il y a quelques temps. Le rap a gagné. À quel prix? De Mehdi Maizi. J'ai envie de te dire, Médine a gagné. À quel prix? À quel prix Médine a gagné? Est-ce que Médine a gagné? Est-ce que je me considère comme gagnant là-dedans? Je ne me considère pas comme un vrai gagnant en vrai. Je crois qu'on ne gagne jamais vraiment
C'est quoi? C'est la popularité? C'est Non, sur le plan c'est personnel, le c'est ce fait parcours qu'on- qui a été difficile quand même, aussi bien. Enfin, nos parcours sont En fait, difficiles. là où je me considère gagnant, ça va vous paraître peut-être paradoxal, c'est justement de ne pas avoir eu accès à cette institutionnalisation très tôt dans ma carrière. En réalité, ce que j'ai vu comme quelque chose qui était des barrières qui m'étaient fermées, etc., m'ont rendu énormément service. Sur le plan des libertés, sur le plan de l'ADN de ma musique et de ce que j'ai pu en faire, sur le plan aussi de la lutte qui traverse ma musique, de pouvoir continuer en fait à la célébrer, à l'honorer, à tenter de pouvoir écrire sur des sujets qui sont des sujets touchy. Eh bien, si j'avais été trop institutionnalisé et considéré comme gagnant d'un point de vue populaire, bah, peut-être que en vrai, je n'aurais pas été tant gagnant que ça. J'aurais été gagnant sur le plan personnel, l'accomplissement, oui, je suis populaire. Mais en réalité, je crois que là où je me sens le plus gagnant, c'est de conserver cette liberté de ton que je peux avoir en allant sur la scène de la fête de l'UMA, que je peux avoir dans ce genre de rencontres que l'on fait. Quand je vais à la radio, je ne me sens pas en fait contracté et où je retiens mes mots. J'arrive à exprimer les idées que j'ai envie d'exprimer. Je ne me sens pas dans une autocensure permanente pour ne pas perdre un contrat ou un autre ou une relation. C'est là où est-ce que j'ai gagné. Mais par contre, ça a un prix. Tu m'as posé la question, à quel prix? C'est le prix de la lutte, en fait. C'est le prix que tout le monde connaît quand il lutte, les coups que tu prends, comment tu les encaisses, comment tu les retransformes en quelque chose d'artistique derrière, comment tu te nourris finalement des coups que tu prends et ça devient un espèce de carburant où tu te dis, si là ça réagit, si le bloc réactionnaire réagit là, c'est que j'ai touché là où est-ce qu'il fallait que je touche. Et je pense que c'est le rôle d'un artiste, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me permet de dire que je suis gagnant aujourd'hui. Quand je touche et je vise là où ça fait mal et que je vois la réaction, je vois les réactions épidermiques qui arrivent de partout, j'ai réussi. Voilà. Merci Jamil. Alors, on a une invitée qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui souhaitait l'être. Et du coup, on va l'appeler. Il s'agit d'Adèle Haenel et elle voulait être avec nous ce soir. Donc on va. Alors je suis nulle en technique, les gars. Faut me réexpliquer ce que je dois faire. Ok. Salut Adèle. Bonjour Fabien, ça va? Oui, est-ce qu'on peut te voir? Ah merde, vous voulez me voir? Quand même, t'es quand même un peu magnifique, donc oui, on veut te voir. Sorry, je suis désolée, je suis à l'ouest. Salut. Alors attendez, vous allez la voir. Pardon. Il y a beaucoup de monde Ah qui oui, est oui. là. Tu vois, il y a beaucoup de monde qui est là et je vais te montrer les invités. Bonjour. Bonjour. Salut, bonjour, ça va? Ça va? Alors, Adèle, c'est super gentil d'avoir accepté de faire partie de cette table ronde. L'objet de la table ronde, c'était quand même de clôturer en fait cette première fête de l'UMA pour l'association que je porte avec mon frère et avec tout le collectif, qui est Stop aux violences d'État. On a choisi des artistes engagés, des artistes qui, de par leur travail, leur manière d'avancer dans leur vie, militent. Et si je voulais que tu sois là aujourd'hui, c'est que je te connais personnellement et je sais que t'es pas très branché réseaux sociaux. T'es pas très branché à tirer la lumière sur toi et tu as fait le choix de le faire là pour une cause qui t'est chère. Je t'ai régulièrement vu sur les manifs donc concernant la Palestine, comme Médine, comme d'autres. Donc dis-nous un petit peu la raison de ta présence sur les réseaux sociaux et surtout pourquoi tu as décidé de rejoindre la flottille.
Déjà, merci beaucoup pour l'introduction. Non, parce que juste, en fait, on m'a proposé de rejoindre ce mouvement, que j'avais été très impressionnée par l'action qu'avait menée notamment Rima Hassan. Ça m'avait énormément touchée, en fait, ce qu'elle avait fait. Et voilà, quand on m'a proposé, je me suis dit que que je pouvais plus rester sans rien faire, et que c'était entre guillemets un honneur, en fait, de pouvoir faire partie de ce collectif, et dans une mission humanitaire pacifiste qui a pour but de briser le blocage, quoi. Enfin, le blocus illégal, je veux dire. Ok. C'est cause humaine, en fait, on va dire. Oui. Et là, ça se passe comment à Tunis? Là, il y a des difficultés logistiques, on va dire, mais moi, je trouve que c'est pas très surprenant, vu qu'on fait un travail. Quand je dis on, moi, je participe à un petit endroit, hein, mais en gros, c'est quand même que des citoyens qui font un travail qui devrait être mené par les institutions. Donc, qu'on se retrouve à avoir des difficultés n'est pas étonnant. Mais voilà, on va y arriver. Alors, il y en a plein dans la salle qui sont déjà militants. Il y en a d'autres peut-être qui aspirent à rentrer dans le militantisme. Toi qui as franchi ce cap de visibilité en t'affichant sur le combat de la Palestine, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Déjà, je pourrais dire merci aux militants de m'avoir éduqué, déjà, premièrement. Et après, tous les autres, j'ai envie de dire aujourd'hui, je pense que que tous les gens dans la salle le savent déjà, mais en fait, faut être clairement. Faut faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ce génocide s'arrête. Je sais pas, moi. Genre, les images qu'on reçoit de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie, c'est insoutenable. Je sais pas, c'est. Rien n'est trop, quoi. Comme action, je veux dire. Pacifiste. Merci Adèle. Est-ce que quelqu'un a une question pour Adèle? Parce qu'on ne va pas pouvoir garder la communication très longtemps. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok, écoute, merci Adèle d'avoir fait ce témoignage avec nous, et on te donne beaucoup de force. Merci beaucoup, merci. Merci. Louisa. Sans transition. Non, mais en fait, c'est vrai que on parle des violences d'État. Là, il y a eu le témoignage d'Adèle. J'ai régulièrement vu aussi Médine sur plein de marches pour la Palestine, d'associer vos images à des luttes qui sont parfois, qui peuvent poser problème dans certaines carrières. Comment on accepte de le faire? Pourquoi on accepte de le faire? Et est-ce que c'est vraiment la raison ou le cœur? En fait, c'est ce que Adèle disait tout de suite là. C'est les militants qui nous sensibilisent, qui viennent attraper notre veste en fait. Ils nous disent va pas te cacher, toi, tu as une voix qui porte plus loin que nous. Ce serait bien que tu te sensibilises sur ce sujet-là. Et puis après, libre à toi de faire l'aveugle, ou bien d'engager une conversation, d'aller toi-même te documenter. Et puis l'étape suivante, c'est d'aller sur le terrain. Donc c'est souvent, très souvent à chaque fois, des gens que l'on rencontre sur notre chemin, ou grâce aux réseaux sociaux qui aujourd'hui viennent nous interpeller sur le sujet. Moi, c'est une réalisatrice en 2012 ou 2013 qui me renseigne sur le Génocoste au Congo, tu vois. Et parce que je l'ai rencontrée, elle me force à lire un bouquin. Elle me dit, il faut que tu lises absolument ça. Et après, on en reparle. Ça s'appelle L'homme qui répare les femmes, Dr Denis Mukwege. Et c'est par cette voie-là que je rentre, en fait, dans la question de l'Est de la RDC. Donc c'est toujours, pour mon cas, des militants, des confrères, d'autres artistes qui me sensibilisent sur le sujet. Et oui, bien sûr que en termes d'image, il y a une réflexion avec l'équipe avec laquelle on travaille. Il y a une réflexion aussi avec les partenaires l'on a. Il y en a qui sont très, très prudes, très frileux sur les sujets, qui nous disent si tu t'exprimes sur ce sujet-là, ça va être compliqué pour nous de continuer. Tu perds des amis, tu perds des proches, mais c'est le jeu de la lutte, quoi. À un moment donné, est-ce que tu es prêt vraiment à
payer le prix que l'on parlait tout à l'heure de la lutte, ou alors est-ce que tu y vas par opportunisme, peut-être même par fond de commerce parfois. C'est aussi un risque qu'il faut évoquer. Voilà. Pardon. Je parle? C'est à toi. Bon, non, moi je vais peut-être commencer d'abord par, disons, caractériser la singularité de ma présence dans ce panel, parce que on aura tous remarqué ici que je suis aux côtés de deux artistes accomplis, dont le talent, dont l'un des aspects des talents, enfin, dont l'un des aspects du talent est de précisément d'avoir articulé, enfin, d'avoir su articuler leur art à des conjonctures politiques et donc d'avoir su en fait intervenir politiquement d'une certaine manière à partir de ce qu'ils savent faire, à partir de leur endroit qui est, pour le dire grossièrement, qui est la culture. Moi, effectivement, c'est pas évident que je sois ici parce que je viens pas du même parcours. Moi, la parole que je tiens ici, elle est plutôt celle d'une militante politique, qui est donc reliée à un champ stratégique et politique organisé, identifié, qui est relié à une tradition idéologique, qui m'a amené en fait à faire de l'écriture une pratique politique. Et à partir de cette pratique politique de l'écriture, j'ai moi-même après, ouvert un chemin vers ce qu'on appelle la littérature, ou la littérature, ou ce qu'on appelle l'art, en tout cas des problématiques plus esthétiques. Donc c'est déjà, je parle d'un endroit qui est un peu différent. Je pense que c'est important de commencer par le dire. Il me semble, pour ma part, que la question qui nous occupe aujourd'hui, ici, c'est la question de l'articulation entre l'engagement politique et les artistes. Et c'est une question en fait qui est qui occupe de manière très significative tout le champ culturel aujourd'hui, notamment parce qu'on est dans un contexte politique qui n'est pas anodin, qui est le contexte d'un très grand basculement, d'une très grande crise politique à la fois à l'échelle nationale et internationale, et qui fait qu'effectivement le pouvoir est aux abois, et donc quand le pouvoir est aux abois, il demande, il ferme encore plus les courroies de transmission, et notamment il essaie de mettre au pas la parole des artistes, et en face on a un public qui leur demande, qui demande d'eux qu'ils s'engagent et qu'enfin ils puissent sortir de leur tour d'ivoire entre guillemets. Donc c'est la grande question aujourd'hui qui nous occupe. Moi je pense qu'il faut commencer par dire, je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que effectivement l'engagement politique quand on est un artiste est coûteux. Je veux dire, il est extrêmement coûteux. Il est coûteux. Alors on l'a vu récemment avec la séquence liée à la Palestine. L'engagement, quand on est un artiste et qu'on s'engage en faveur de la Palestine, c'est pas seulement s'exposer à la vindicte médiatique, c'est aussi de manière très concrète, encore plus concrète que ça, c'est s'exposer vraiment à se voir fermer des portes, à avoir un nombre considérable d'opportunités tomber à l'eau. Et puis si en plus on est relié, disons, à des subventions publiques, alors là c'est vraiment s'exposer au risque de voir le robinet qui nous fait vivre se fermer sur simple décision politique du jour au lendemain. Ça c'est des choses que j'ai pu constater moi-même. Je veux dire, très récemment, j'ai un ami à moi qui est pourtant un très grand artiste, installé, dont on pouvait croire que lui, il était à l'abri de ce genre de chantage institutionnel, et qui s'est vu sucrer ses subventions du jour au lendemain par simple décision politique, donc du ministère de la Culture, pour une histoire de tweets reliés à la Palestine. Je veux dire, vraiment sur des questions, une décision politique. Donc ça, ce coup-là, il est absolument... je veux dire, il faut le mesurer, il est réel, etc. Il est aussi... je veux dire, il est la manifestation de ce qu'on appelle... depuis... ce week-end, c'est un mot qui n'a pas cessé d'être prononcé, de fascisation du pays, etc. Bon, la fascisation, c'est, oui, effectivement, des politiques concrètes de coercition des populations, c'est des politiques aussi d'autoritarisme, etc. Mais c'est aussi,
en fait une mise au pas de ceux qui sont les producteurs d'un imaginaire collectif, de producteurs de sens, de valeurs, d'images. Et c'est vraiment, il ne faut pas l'oublier, que pour les réactionnaires, le domaine, le champ culturel, les lieux de culture, les lieux de production de la pensée, ce sont vraiment des bastions à prendre. Hein. C'est quelque chose de prioritaire pour eux. Et ça, c'est intéressant pour nous de le voir. Le ministère de l'école, le ministère de l'éducation, c'est des bastions à prendre pour eux. C'est pour ça qu'il y a une telle obsession sur l'école, sur les universités, sur les lieux de production de la pensée, etc., du point de vue des réactionnaires. Parce que c'est ça qui est en jeu. Mais moi, ce que je veux faire entendre, même maintenant que j'ai dit tout ça, c'est presque une évidence, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais moi, ce que j'ai envie de faire entendre aujourd'hui, c'est qu'en vérité, ce discours-là, qui consiste à dire faites attention, l'engagement est coûteux, etc., même si il nous vient de l'intérieur de ceux qui sont exposés à ces problématiques, il ne faut pas oublier aussi qu'il est relayé complaisamment à l'extérieur par ceux qui ont intérêt à le faire circuler. C'est-à-dire à le faire circuler comme un avertissement chuchoté à l'oreille des artistes qui consiste à leur dire écoute-moi, je te fais un conseil, fais attention à toi. Si tu tiens à ta carrière, franchement, te mouille pas là-dedans, t'engage pas trop. Sur ces questions, c'est trop sensible. Il vaut mieux. Et c'est des conseils qui se veulent bienveillants. Et est-ce que tu penses que... Il marche pas ? Si. Est-ce que tu penses que, en tant qu'artiste racisé, arabe, noir, de s'engager sur des sujets comme ça, est-ce que, selon toi, c'est prendre plus de risques? Et est-ce que la perception de l'autre côté n'est pas de considérer par des raccourcis qu'il s'agit de communautarisme, alors qu'en vrai, la cause de la Palestine n'est en rien cela. Donc, comment vous le vivez, vous? En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ce discours-là, il est fondé il est factuellement vrai, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on engage des choses, on perd, c'est un coût, etc. Mais qu'il faut interroger aussi les effets de ce discours, les effets de ce chuchotement à l'oreille. Qu'est-ce qu'il produit? En fait, il ajoute de la peur à la peur, il ajoute de l'impuissance à la puissance, et il nous fait intérioriser comme ça une domination, il nous fait nous auto-censurer. Et ça, je pense qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ce discours-là. Il faut aussi se raconter qu'il faut pouvoir le nuancer. Et je dis ça non pas seulement parce qu'il a des effets sur, le moral des troupes, le moral des artistes, mais aussi parce qu'il empêche de voir quelque chose qui est vrai, une autre vérité, qui peut sembler presque contradictoire avec ce que je viens de dire, qu'en vérité, l'engagement pour les artistes, alors surtout ceux issus de l'immigration, il n'est pas si coûteux ça. Il n'est pas si coûteux que ça. C'est pas vrai. Je veux bien que tu nous expliques ça. Attends, j'enchaîne et je te laisse dire. Ce que je veux dire par là. Ouais, vas-y. Il est pas très si intéressant, ça, Louisa. Parce que... non, mais... Parce que, en fait, le public, ce qu'on appelle le public, comme ça, là, le public, c'est pas une masse inerte, homogène, inintelligente, qui fait que consommer comme ça, de manière passive, la culture. C'est un peuple. Donc un peuple, ça veut dire qu'il est pétri de contradictions, mais surtout qu'il est travaillé de l'intérieur par des rapports de force politiques, et que lui, il est constamment en train de changer, et qu'il y a des publics nouveaux, en fait, qui se créent continuellement, et qui sont des publics qui demandent, qui ont faim, qui demandent des artistes, qui exigent des artistes qui ont le courage de leurs opinions, c'est un public qui est là et qui est prêt à accueillir cette proposition artistique, et c'est récent au sens même où je dirais c'est le fruit de la radicalisation des luttes à la fois antiracistes, à la fois des luttes de l'émancipation, du camp de l'émancipation, qui a produit ce public-là, et qui est là même, qui est prêt presque beaucoup plus qualitatif. Plus qualitatif, je suis assez d'accord. Ouais. Et qui est prêt
presque à, comment dire, non pas à compenser en fait ce qui a été perdu, de l'autre côté. C'est-à-dire, ok, les institutions culturelles aujourd'hui, bon bah elles t'ont abandonné, mais en vrai maintenant la culture elle se passe plus seulement au niveau des institutions culturelles, elle se passe ailleurs. Aujourd'hui on assiste vraiment, je veux dire, il y a un archipel d'espaces. Dissidents, indépendants, il y a des médias indépendants, il y a des scènes indépendantes, il y a des revues, des choses. En fait, on a les moyens, en vérité, quand on est un artiste, on a les moyens d'exister en dehors des maintenant on n'est plus comme avant où il y avait... déjà, il n'y avait pas Internet, donc tu avais besoin et tu disais, c'est vrai qu'on perd. On perd un peu. Mais ce qu'on gagne, de mon expérience personnelle, mais c'est le public, on parlait de la qualité du public, mais c'est magnifique. J'étais donc dans on va dire la radio publique avant. Et alors, quand tu fais une chronique à la radio publique, bon, comment vous expliquer? Tu peux aller dans un village de 400 habitants, tu auras 600 personnes dans la salle. Avec le respect que j'ai pour ces gens-là, 600 personnes qui vont rien comprendre à tout ce que tu dis. J'ai joué vers Poitiers. Bon, déjà, il y avait des indices, ça sentait la merde. Et je m'en rappelle, j'arrive et j'insulte Pascal Prost, qui me semble être quand même la base. Et les gens, il y a 2 personnes qui quittent la salle. Et c'est là que je me dis, ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui cloche. Donc, il y a 1 an, j'ai démissionné. Et quand je démissionne, dans ma tête, moi, je me dis, bah, c'est fini, t'as mis... voilà, on a bien rigolé. Tu as rangé 8 000 € et tu as ouvert un compte au Maroc avec 834 dirhams. Et tu vois, alhamdoulilah, c'est déjà pas mal par rapport à d'où on vient. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un public qui était... Mais c'est même pas présent. Il attend que ça. Hein, il se déplace. J'ai jamais eu autant de monde que depuis que je suis au chômage, en fait. Et puis, il faut voir la qualité, la fluidité, tu peux dire n'importe... Ils comprennent tout, chaque mot, chaque référence. Et en fait, du coup, le public, moi, je peux apparemment se restreindre parce qu'il y a des... comme tu disais, dans les villes, dans les mairies, ils n'achètent plus ton spectacle à partir du moment où que... Mais on n'en a rien à foutre. Parce que, alhamdoulilah aussi, on arrive quand même à s'en sortir. Mais grâce, c'est vrai, au soutien du public... qui, eux, viennent d'abord pour rigoler mais sont contents d'être là, quoi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle est là, l'articulation du politique et du culturel. C'est que ce public, il a été travaillé par les luttes en cours, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire qu'on l'a rendu possible. En fait, on a rendu viable, on a protégé le courage des artistes. C'est-à-dire qu'on vous a dit, ce moment-là où vous semblez sauter dans le vide, voilà, je fais un grand saut dans le vide, tu sais, le truc de la rockstar qui saute dans le vide. En fait, au moment où il saute dans le vide, effectivement, il a l'impression qu'il n'y a personne dans le public, qu'il n'y a pas de public. Mais c'est dans l'épreuve du moment du saut qu'il se rend compte qu'en fait, le public, il existe. Et nous, on l'a travaillé, il est là, il est prêt. Mais il te reconnaîtra que si tu as fait ce putain de saut, en fait, tu vois. Et il est là. Et il te reconnaît. Et non seulement il te reconnaît, mais il va te soutenir. Et c'est un public qui va être encore plus fidèle, encore plus solide. Ça va être un public fervent. En fait, c'est ton vrai public. C'est une rencontre authentique avec ton vrai public. C'est pas un public volatile dont on sait pas, un truc un peu massif. C'est ta rencontre avec ton public. Je pense que c'est le rêve de tous les artistes, c'est rencontrer son public. Ah là, je reviens de Lyon. Bon là, magnifique. Chaque mot, chaque truc, j'ai dit, mais c'est pour ça qu'on fait staff. Alors qu'avant, avec le respect, voilà, il y a des villes, tu joues, tu prends 1 heure de bide, calmement. Après, tu prends l'oseille, alhamdoulilah. Mais non, mais je fais tourner le micro aussi. Hein, parce que Mehdi, je pense que voilà, tu as beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En fait, je te disais que c'était récent, tout ça. Parce que ça se constatait pas avant. Le public, il était moins politisé, en tout cas dans le rap, nous concernant. Moi, j'ai une phrase là qui revient souvent actuellement, que je prononce sur scène quasiment tous les soirs. C'est « Je remercie le public » parce que si le rap continue à être un tant soit peu politique, c'est grâce au public. Le rap est politique parce que son public est politique. Ça n'est plus du fait des artistes, en tout cas de moins en moins. Aujourd'hui, tu prononces le mot politique dans le rap, tout le monde décampe.
personne a le courage d'aller à une tribune, a le courage de s'associer à un mouvement, ou alors c'est que très tardivement. Et du coup, ce que vous dites, je souligne la temporalité, que c'est très récent, et ça soulève un autre problème pour moi, c'est le fonds de commerce. Le risque que on voit arriver des artistes sur des segments qui sont des segments politisés, hein, sur les luttes décoloniales, les luttes antiracistes, etc., qui arrivent sur ces sujets-là parce qu'ils ont compris que c'était un vivier, un gros vivier sur lequel ils pouvaient capitaliser. C'est un risque que moi je commence à identifier, je commence à voir. C'est pas la bataille de dire qui est légitime ou qui ne l'est pas. Dans les moments dans lesquels on est face à l'arrivée du fascisme qui est déjà là, en fait, c'est important de serrer les rangs et d'éviter de pointer qui est légitime et qui ne l'est pas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse les comptes et qu'on pointe clairement qui tient bon, qui ne l'est pas, qui est là par opportunisme et qui ne l'est pas. On le voit déjà sur la question palestinienne. Hein. La question palestinienne, les lanceurs d'alerte de la 25e heure, on en a vu beaucoup dans le milieu artistique. Pourquoi ? Parce que tu as le public qui s'est mobilisé. On a vu des gros mouvements, bloc, je sais plus quoi, là. Il y avait des mouvements qui venaient, qui se constituaient et qui se mettaient à follow tous les artistes qu'il fallait unfollow. Unblock, exactement. Et ces mouvements-là, encore une fois, qui viennent de la société civile, qui viennent du public, mettent la pression sur les artistes et les sensibilisent en disant « c'est quoi ta position sur le sujet ? Ça n'est pas acceptable que tu ne t'exprimes pas sur le sujet. » Le public attrape notre veste. Donc si on est encore politisé en quelque sorte, c'est grâce au public. Donc merci le public. Et tu as raison en ce sens. Vrai. Mais c'est très juste. Mais c'est très vrai. Moi, c'est bien sûr. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans la séquence sur la Palestine, c'est qu'effectivement, on a assisté à vraiment des campagnes de harcèlement des artistes par leur public, qui sont en plus, souvent, c'est des gens qui les aiment. C'est-à-dire, c'est des fans, quoi, qui leur disent mais ne nous déçois pas, fais pas ça, s'il te plaît, vas-y, sois à la hauteur de ton temps, sois à la hauteur de ce qu'on attend de toi. En tant que fan, je suis brisé, moi, de voir Rocky Balboa trumpiste. Je suis brisé de ça. Enfin voilà, c'était un aparté, mais on a aussi le rôle de fan. Oui, mais donc ça raconte aussi quelque chose de ce qu'on projette aussi dans l'art, dans l'artiste, c'est qu'on projette quand même un certain rapport à la vérité. C'est-à-dire tu peux pas nous produire comme ça des images qui nous touchent, qui nous transportent, etc. Et en même temps d'être cet homme-là, d'être ce faux cul, quoi, de pas être capable à ce moment-là de porter tes couilles, quoi, tu vois. C'est pas possible, ça. Donc c'est que on sait que notre rapport à l'art, c'est aussi ça, c'est un rapport à la vérité. C'est très important d'être aligné avec ça, d'être aligné avec ce qu'on est et ce qu'on produit. Mais sur la question, mais moi je trouvais ça intéressant de voir que du coup, il y avait une espèce de contre-pouvoir. Quand tu dis le public attrape nos vestes, une espèce de contre-pouvoir qui a même presque retourné le paradigme du coût de l'engagement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la question palestinienne, c'est la neutralité qui devenait plus coûteuse. Mais vraiment, je veux dire, là, il y a un Levant qui a un peu tourné, en plus, par ailleurs. Sur le plan plus populaire, c'est en restant neutre que les artistes, ils ont risqué gros. Hein, ils ont risqué gros, parce que là, ils allaient passer à côté d'un grand moment politique, ils allaient passer à côté de leur public, en fait. Il y a eu des gros boycotts à ce moment-là, notamment de films, par exemple, où on a dit faut pas aller voir, quoi. Ça a été le cas, par exemple, pour le film de Jamel Debbouze. Ça a été un bide absolu, quoi. Mais parce que personne n'y allait, parce qu'il n'a pas pris position sur le sujet, et qu'effectivement, au bout de 2 ans de lutte, parce que ça a été ça, où en fait, il y a eu des militants toutes les semaines, sous la flotte, acharnés, déterminés comme ça, ça a créé en fait toute une génération qui s'est politisée, qui s'est engagée, qui y est allée alors qu'en fait ils étaient menacés en permanence par la police, nassés, l'épisode des arrestations, de l'apologie du terrorisme, parce que vous portiez un kéfier, vous restiez assis par terre et vous pouviez prendre une garde à vue, ils l'ont subi et ça n'a fait que
renforcer leur détermination et du coup ça a musclé leur militantisme qui s'est politisé. Et c'est vrai que cette génération-là, elle a envie, elle a besoin d'avoir des personnes à la hauteur. Et il y a une forme de sélection maintenant, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les couilles d'y aller, qui n'assument pas le truc, et ben on les next. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que la sanction, elle est effectivement, on le constate, beaucoup plus radicale sur les racisés. Parce qu'en fait, on n'accepte pas qu'ils ferment les yeux sur le sort de leur sang, quoi, j'allais dire. Et ça, on l'a constaté très fortement, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, moi, ce qui m'a assez étonnée, c'est qu'effectivement, j'ai eu des déceptions, je ne citerai pas, d'artistes qui ne se sont pas engagés. Et à un moment donné, à la fin, quand le game il est fini et que l'UNESCO fait une campagne, voilà, et ben là, on fait voilà, L'Oréal nous coiffe. Et on vient et on fait un soutien à la Palestine. Mais on s'en bat les reins à ce moment-là du soutien, c'est fini. Et ça, eh ben, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas compris. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de... Par exemple, quand je vois ton travail, parce que je le connais, ou le travail de Médine, je pense que ce qui a fait la différence, c'est aussi le fait que, comme tu dis, vous vous êtes créé un peu tout seul, vous vous êtes organisé un peu tout seul, donc en fait, vous n'étiez pas chapeauté, et dans ton cas, ou dans le cas de Médine, il y a et cette liberté, cette indépendance, mais il y a aussi ce putain de socle familial, vous êtes là, vous êtes en place, et ça, je trouve que ça joue aussi. Alors, justement, merci à Médine, parce que du coup, nous, on arrive dans les années 2015-2016, donc on a nos prédécesseurs qui nous ont montré que c'était possible. Parce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est vrai qu'on ne pouvait pas savoir, on ne savait pas c'était quoi une boîte de production, un comptable. On a fait BEP Compta avec madame, mais on s'est arrêté à la première année. Mais tu vois, tout ça, c'est quand on a rencontré des garçons comme Médine et comme d'autres, qui nous ont dit, ouais, vous pouvez monter votre structure, essayer de faire vos concerts, vos spectacles, et voilà, et surtout libre, ouais, exactement. Aussi, on peut rappeler que tu as fait un acte de rupture fort quand même. Ouais. C'est ça que tu as fait. Et ça, est-ce que... Non, mais je veux dire... Tu as démissionné. Voilà, tu as démissionné d'une chaîne publique en solidarité de tes camarades qui avaient... C'est pas de mes camarades. Ah. J'aimerais... voilà. Ça n'a rien à voir avec mes collègues. Que j'aime bien, ils sont juste à côté. Mais c'est que c'était... Je vous raconte les coulisses rapidos. En fait, donc Guillaume fait sa vanne sur Netanyahou, qui est quand même... Voilà, on parle de Netanyahou, on parle pas de Bernard Minet. C'est quand même un méchant garçon. Donc je me dis, tu peux y aller, quoi. Et là, je vois que ça commence à trembler. Et il porte plainte contre lui et tout. Et nous, on a une règle, souvent les humoristes, c'est tant que le tribunal te dit que tu es dans les clous, il n'y a personne qui va nous dire tu as le droit ou pas le droit. En gros, c'est notre limite, c'est la justice, on va dire. Et donc la justice lui dit c'est bon, il n'y a aucun caractère antisémite, donc il refait la blague et il est suspendu. Ce que je trouve pire que d'être viré. Suspendu, ça ramène au collège, ça ramène au centre social. Quand tu as fait une connerie au centre socio-éducatif dans le quartier, et t'es viré pendant les vacances, bah tu veux mourir en fait, parce que c'est le seul endroit où tu peux jouer au ping-pong. Et donc il a ça, et j'ai l'impression qu'à la radio, personne veut faire un truc, on veut même pas faire grève. Moi j'ai proposé une petite grève, en me disant, c'est un signe d'intégration pour moi la grève. Je connais... Notre dialogue avec, tu parlais de la mairie tout à l'heure, quand il y a un truc qui va pas, émeute, ambiance, et après négociation avec les conseillers municipaux. Et là, Zerma, je veux faire l'assimilation, et si on faisait une grève? Et j'ai appris que en fait, la grève, il fallait faire un préavis. Déjà, c'est Archoma, pardon. Tu veux faire grève, tu fais grève. Et j'ai l'impression que c'était un truc de fou de faire grève. Donc j'ai dit, j'arrive là-bas, en plus moi j'arrive jamais tout seul à la radio publique, parce qu'il y a France dedans, et moi j'ai une règle comme beaucoup d'entre nous, institution publique accompagnée d'un frérot. Jamais tout seul. Tout seul, je me sens en insécurité, tu vois. Donc j'arrive là-bas, et je sens que
c'est mou, quoi. C'est centre-gauche, c'est parti socialiste. Et je me dis, eh ben, faut se barrer, en fait. Et on écrit le truc avec mon co-auteur, genre 1 heure avant, quoi. Et je me bats, et je me dis même pas, moi, que je me rends pas vraiment compte, quoi. Je me pose même pas la question de qu'est-ce qui va se passer derrière. Je me dis, voilà, un sentiment de dignité et de liberté aussi, où je me suis senti... J'ai dit, ah, voilà, Et tu dors bien le soir. Le soir, j'ai vu ma tête dans le miroir, j'ai dit, ah, bah. Non, mais oui, mais c'est ça. Moi, j'ai l'extrême opposé. Hein. Dans le rap, j'ai l'extrême opposé de ça. Quand je subis un peu des attaques personnelles, quand je suis dans des grandes sauces qui durent longtemps, et j'ai ma dignité qui me dit ne sollicite pas les autres artistes, les artistes que tu aimes, tu vas être forcément déçu. Et ça va te briser en tant qu'auditeur de gens que tu as été. Et donc, j'attends toujours de l'aide, ou plutôt de l'expression d'autres artistes qui disent, là, ils vont peut-être un peu loin avec le frérot, il faut peut-être qu'on se solidarise un petit peu. Et c'est hyper rare dans le rap. Je vous donne un exemple. J'ai été déprogrammé d'un festival qui s'appelle Les Solidarités. Ça porte bien son nom. En 2023, suite à l'énorme sauce que j'ai mangée suite aux universités d'été avec Europe Écologie Les Verts. Et donc, festival de gauche, revendiqué, assumé de gauche. Je reçois un coup de fil du programmateur, du directeur, avec un accent belge prononcé que je ne ferai pas, qui me dit « Je suis un lâche, je vais devoir te déprogrammer. La droite fait pression sur moi, je vais devoir te déprogrammer. » Moi, j'essaie d'arrondir les angles en lui disant « Écoute, je ne suis pas condamné, j'ai un casier vierge, tu cèdes aux intimidations, c'est de la lâcheté ce que tu fais. » Il me dit « Oui, je suis un lâche, je préfère te dire, je vais abandonner, j'ai trop de partenaires qui commencent à m'envoyer des coups de fil, je vais lâcher. » Il lâche, moi je me dis automatiquement derrière, mes confrères qui jouent à ce moment-là au festival vont dire un truc, vont envoyer un tweet, vont envoyer un SMS. Silence radio. Personne en solidarité se dit « Mais je vais pas jouer là-bas, moi, je m'en fous. Je vais pas jouer là-bas, tu vois. » Aucun rappeur ne s'est désolidarisé de cet acte de lâcheté. Et j'ai toujours vécu ça dans ma carrière. Du coup, je me sens pas genre en mode Calimero, quoi. Tu sais, j'ai pas besoin d'affection ou de soutien, mais quand même. En fait, mais même quand même, c'est un sujet qui me dépasse. C'est pas mon cas, c'est pas mon anecdote à moi. C'est surtout ce que ça raconte en termes de privation de liberté, en termes de censure. Et moi, j'ai toujours été un peu un espèce de paratonnerre dans les moments comme ça, où ce que je subis moi, bah, les autres finissent par le subir. Et on voit des déprogrammations aujourd'hui d'artistes, de festivals, de festivals littéraires, ouais, même pas des rebeux, exactement. Garde-le. Donc j'ai l'extrême inverse de cette solidarité. Tu veux dire quelque chose ? Non, mais juste parce que, juste pour rebondir sur ce que tu dis, ce que ça démontre aussi, c'est que ceux qui restent de ce côté-là de la barricade, entre guillemets, ceux qui ont décidé de ne pas franchir le seuil de l'engagement, etc. Nous, on a l'impression de l'extérieur comme ça qu'en fait, ils sont tous unis les uns les autres, qui forment un bloc, qui forment une espèce de pouvoir. Et que du coup, presque, on pourrait à la limite, comprendre leur lâcheté en se disant, mais parce que ils font partie d'un groupe. Cette personne est un groupe qui est solidaire, qui tient, etc. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont isolés les uns les autres. En fait, ils sont extrêmement vulnérables. Ils sont tout seuls. En fait, c'est des gens qui jouent des coudes continuellement et qui sont extrêmement fragilisés, même en tant qu'artiste. Parce que quand on est un artiste, si on revient quand même à la base de ce qu'on est censé être, c'est-à-dire qu'on est censé poser un geste assuré,
On est censé produire des imaginaires, des mondes, on est censé produire de nouveaux mondes. Donc il faut, à minima, être un peu assuré de ce qu'on fait, de ne pas être fragile, pas trembler, pas avoir la main tremblante à partir du moment où tu poses une parole, où tu poses un son, etc. Donc il faut avoir une espèce de sécurité comme ça intérieure. Et donc même en tant qu'artiste, en tant que ce qui fonde le geste artistique, appartenir à ce monde-là, qui en fait, c'est un moment où tu ne cesses de t'interroger sur est-ce que là je suis en train de risquer un truc avec ce nanana, est-ce que là lui il va pas me niquer, et du coup il va pas me prendre ma place, je sais pas quoi, gna gna. C'est horrible en fait. Je veux dire, même en tant qu'artiste, ça te fait ça te fait régresser, ça te fait pas t'accomplir. Ça te fait pas t'accomplir en puissance, ça te fait pas aller au bout de ce que tu pourrais faire, quoi. T'es là, t'es tremblant, tu sais pas, t'oses pas. Et c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir, en fait. Parce qu'ils sont tous isolés, mais dans un même endroit. Ils font croire qu'ils sont ensemble, mais en fait, ils sont isolés. Et quand on franchit ce fameux mur du son, entre guillemets, on prend la parole, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on trouve du monde. Et c'est étonnant, on trouve du monde, c'est donc à la fois le public dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, il y a un public qui existe, mais qui est rendu invisible avant d'y aller. À un moment donné, il fait putain, en fait, ils étaient là, les gars, en fait, il y a un public, d'accord, il y a ça. Mais il y a aussi une communauté d'artistes, eux-mêmes, qui sont passés par là, et qui t'accueillent, et qui te disent, mais tu sais, mes frérots, moi aussi, tout ce que tu as connu là, je suis passé par là. Et ça crée, en fait, une communauté. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de s'engager, ça te sort de l'isolement. Paradoxalement, on croit que c'est ça qui va t'isoler, que tu vas être tout seul, etc. En fait, au contraire, c'est ce qui va tisser des liens avec ton public et de manière plus générale, avec tes militants, évidemment, avec les luttes, avec ton temps, avec le réel et tout, mais aussi avec d'autres artistes. Tu vois, ça permet de refaire communauté, quoi. Et si je peux rajouter un truc sur un problème que je vois et qu'on rencontre régulièrement dans nos métiers, sur l'hyper compétitivité qu'on a entre racisés, qu'on n'a pas dans le groupe majoritaire blanc, où, par exemple, des phrases de fous, mais même aussi des fois de la part du public, où ils viennent voir ton spectacle et ils disent « Ah, t'es beaucoup plus marrant que lui !» Comme si on était en compétition, alors qu'on est censé, déjà juste le champ lexical, nous on dit « On va percer sa mère ». On dit pas, oui, j'évolue dans un métier. On va percer sa mère. Ah, tu sais, il y a un truc, et même entre nous. Par effraction, quoi. Ouais, par effraction. Il faut faire un trou, quoi. Et je trouve qu'entre arabes, noirs et tout, dans tous les domaines, hein, littérature, rap, humour, on manque d'une solidarité de groupe, quoi. On n'arrive pas. J'essaye de faire une émission non blanche, on va dire, avec les grands remplaçants, où j'essaie de mettre en avant justement des Arabes, des Noirs et tout. Mais c'est vrai que on n'est pas encore assez, comment dirais-je, solidaire, peut-être c'est le mot que je cherche, mais je pense qu'il faudrait qu'on essaie de trouver des ponts, même si c'est pas dans nos domaines à nous. C'est-à-dire moi avec l'humour, genre on peut faire à travers la littérature, là. Wallah, je t'invite et je vais t'envoyer. J'ai préparé le truc et toi aussi, Louisa. Wallah, j'ai préparé le truc. Inch'Allah. Oui. Et vous tous. Tu vois. Merci. Et vous me dites quand je parle, parce que moi je suis dans l'humour. Donc je fais un one-man show, je parle tout seul normalement. Là, je dois partager. Wallah, il faut que je gère la situation. Tu peux continuer, vas-y, fais-toi plaisir. Non, en plus, j'avais plus rien à dire, mais je trouvais que c'était un super échange. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vous le public, mais merci, Houria. Depuis tout à l'heure, on passe un super moment, super échange, et bravo pour l'organisation, les micro-marches et tout. Hein, juste, moi, je voudrais dire un truc, parce qu'ici, on a la fête de l'UMA, et donc il y a des militants, etc. Je veux dire, c'est une fête où il y a beaucoup de militants, où il y a beaucoup de militants organisés, etc. Moi, quand je disais tout à l'heure, c'est super qu'il y ait eu une espèce de d'harcèlement par le public des artistes. Mais n'empêche que, quand même, moi, je ne crois pas que la tâche du militant, c'est d'être les petits flics des artistes, quoi. L'idée, c'est pas de leur demander de se sacrifier. De dire, vas-y, sacrifie ta carrière, etc. Notamment parce que ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait, ils sacrifient pas leur carrière. En vrai, c'est pas un sacrifice, c'est
c'est un autre calcul, entre guillemets, quoi. Et par ailleurs, je dirais même que moi, je ne vais même pas rentrer dans les considérations de « Ah, bah, c'est devenu presque, comment dire, rentable maintenant d'être pour la Palestine. » C'est devenu rentable. Mais ça, moi, je le considère comme un acquis. C'est un acquis de notre lutte. Bah, c'est quoi, tant mieux. On se m'en bat les couilles. En fait, c'est pas grave. On avance. On avance. Mais maintenant, c'est quoi la nouvelle ligne de front? Cette ligne de front, elle est actée. C'est bon. Maintenant, même les plus lâches d'entre nous, ils ont été obligés d'arriver jusqu'à... Le rapport de force a fait que maintenant, c'est devenu rentable de dire qu'ils sont pour la Palestine, même si c'est pas sincère, je sais pas quoi. Moi, je sens pas leur cœur, je m'en fiche. Ils sont arrivés là, c'est un acquis de notre part à nous. C'est un acquis des luttes. Il faut le considérer, l'acter, c'est pas grave. On avance. La nouvelle ligne de front, c'est quoi? Jusqu'où on va? Il faut avancer. Comme ça, il faut toujours aller plus loin. Mais, encore une fois, nous, les militants, on n'est pas des flics. Alors, on n'est pas là pour dire, allez, vas-y, sacrifie-toi, etc. C'est justement comment dire, de travailler, en fait, cette articulation. De dire, en fait, donc travailler le propos que je tiens là. Ça veut dire, en fait, ça ne sera pas si coûteux que vous ne le croyez. Et pour que ce soit effectif, c'est-à-dire que travailler ce peuple-là. Travailler ce peuple-là dans le sens que, voilà, on va pouvoir sécuriser, comment dire, ce courage, qui est un courage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur enlever, quoi. C'est un vrai courage. C'est pas en vrai, c'est un vrai Mais courage. est-ce que, par exemple, toi, Djamil, ou toi, Médine, qui intervenez quand même avec un public quotidiennement, il y a de l'interaction directe, est-ce qu'il y a des sujets aujourd'hui que vous considérez pas possibles dans l'humour ou dans la musique à traiter? Est-ce que vous vous dites, là, c'est la limite? Est-ce que vous avez encore cette limite-là? Et si oui, laquelle? Alors, pour nous, dans l'humour, c'est la limite, c'est est-ce que c'est marrant ou est-ce que c'est pas marrant? Souvent, c'est ça le truc. Sinon, en soi, tous les sujets peuvent être, je pense, traités. Et il n'y a pas je vois pas un sujet interdit. Enfin, quand tu n'es pas dans un média classique, ou en gros, dans le média classique, le sujet interdit, je pense que c'est la Palestine, en fait. Même si on ne te le dit pas, on te fait comprendre par des messages. Mais sinon, de manière générale, je pense, je ne sais pas dans le rap comment c'est, mais... Pardon, vas-y. Non, vas-y. En fait, c'est de quel point de vue qu'il y aurait des sujets interdits? Du point de vue du public ou du point de vue de mon point de vue à moi? Moi, je n'ai pas l'impression de ressentir une limite à évoquer des sujets. Parfois, je vais au-delà même de mon champ et ça me pète à la gueule. Tu vois, il y a plein de sujets. Par exemple, quand je traite de la laïcité, ça fait partie des sujets qui ne sont pas bankable dans le rap. Pourquoi tu vas parler de la laïcité, tu vois? Moi, je trouve que c'est une violence c'est une valeur qui est utilisée comme une violence et qui s'exerce sur les racisés quotidiennement. Et quand je m'exprime sur la laïcité, j'ai l'impression justement d'utiliser mon champ du possible le plus loin. Là, actuellement, le sujet qui fait un peu débat, j'ai l'impression, dans le rap, c'est les questions liées au VSS, les questions liées au féminisme, parfois même les questions de transphobie, etc. Il y a vraiment une crispation autour de ce sujet-là dans le rap. Parce que j'imagine tradition musicale un peu mascu à certains égards, et du coup il y a des postures qui tardent en fait à être déconstruites. Ne serait-ce même que d'évoquer ces sujets-là, ça crée une véritable crispation chez les confrères et même chez les médias. Et même dans l'humour aussi, la question de la transphobie, c'est un sujet qui est un peu, surtout sur les humoristes un peu racisés. Dès qu'on va parler, alors qu'on a plein de points communs, je trouve, avec déjà un problème identitaire basique, on va dire. Mais le fait juste d'aborder le sujet, j'ai essayé plusieurs fois et quand ça crispe un peu parce que tout le monde se dit bon, il y a le côté c'est un arabe donc il va dire ça, c'est un arabe donc il est misogyne par exemple, tu vois, donc ça dépend comment tu l'amènes, mais c'est vrai que il peut y avoir Attends Louisa, justement, donc Samia disait quelles sont vos limites, mais
finalement, tu réponds à moitié à ma question. Moi, je veux dire, quels sont les sujets qui vous sont imposés? Et moi, dans ces sujets, je mettais justement celui-ci, parce que c'est des sujets qui nous sont imposés dans le cadre des luttes, disons. Lorsqu'on est militant, décoloniaux, antiracistes, etc., on voudrait nous imposer des luttes. Mais ce n'est pas qu'on les choisit ou qu'on les trie, nos luttes. Et je me dis, en fait, il y a cette culture qui est hégémonique et il y avait la culture qui était propre au rap, parce que moi, j'estime que le rap n'a pas besoin d'utiliser une sémantique politique. Le rap est politique. Quel que soit le sujet abordé, enfin, qu'on parle de n'importe quoi, le rap, pour moi, est politique. Mais du coup, en tant qu'humoriste, en tant que rappeur, est-ce qu'à un moment, en fait, finalement, on vous impose des sujets? Mais même comme ça, oui, enfin... mais tant mieux, en vrai, non? Enfin, tant mieux que la société civile, que les militants viennent et nous sensibilisent sur ces sujets-là et finissent par nous les imposer et qu'on ne fasse pas l'impasse sur ces questions-là. C'est tout le principe aussi, je pense, de la convergence. Quand on essaie de converger avec d'autres luttes et essayer de comprendre les mécanismes de domination qui s'exercent sur nous en tant que racisés et qui vont s'exercer sur d'autres groupes, arriver en fait à être sensible aux autres luttes et arriver à le traduire artistiquement, ben, c'est une bonne chose. J'ai l'impression, je le sens pas comme une pression qui m'est imposée. Au contraire, je me dis ça va nourrir et ça va, je pense, rendre cette convergence possible à travers un morceau, à travers une marche à laquelle on participe. C'est une bonne chose pour moi, cette pression. Moi, je voyais plus le truc, on vous attend, vous, artistes indigènes, au tournant, justement sur ces sujets. Ok. Ouais, vas-y, je comprends je mieux t'en la prie. question. Ben, bien sûr, enfin, je sais pas, la Palestine, c'était obligatoire de s'exprimer sur le sujet. Moi, des fois, je fais l'impasse du morceau Gaza Soccer Beach que j'ai écrit il y a 10 ans sur le sujet. Dans mes concerts, je fais l'impasse. Les gens ne partent pas de la salle. Ils réclament le titre. Ouais. Ils disent tu le joues. C'est le moment où il faut le jouer. Tu ne vas pas le jouer quand on n'aura plus besoin de le jouer. Tu joues ce titre. Donc je me vois parfois faire une impasse à la DA artistique de ce nouveau concert. J'ai plus envie de jouer un morceau qui date de 10 ans parce que j'ai des nouveaux placements, j'ai une nouvelle esthétique. Les gens disent non, nous on s'en fout de tes contours. On s'en fout de tes contours, de tes roulades et de tes galipettes. Nous on veut du propos et donne ce propos-là. Non, mais on nous dit des fois, moi souvent on me dit tu parles pas assez de politique. Mais quand ils disent politique, ils parlent de voilà, le nouveau Premier ministre, c'est Sébastien Lecornu, et ils veulent à tout prix mon analyse. Mais je ne suis pas Jean-Michel Apathy. Je ne suis pas obligé, moi, de parler de ça. En fait, moi, je parle de ce qui m'intéresse, et même de toute façon, si tu veux le faire, en fait, ce n'est pas toi qui décides, c'est un truc qui sort comme ça assez naturellement, et qui est lié à nos histoires très personnelles de chacun. Nous tous, en tant qu'Arabes, arabo-berbères, on va dire, on a grandi avec la Palestine depuis qu'on est petit. En fait, c'est des luttes qu'on connaît depuis l'enfance, en fait, depuis qu'on est tout petit. Donc forcément, ce qui va ressortir à un moment donné, c'est ça, les violences policières, tout ça, c'est des trucs qui sont ancrés. Mais Sébastien Lecornu, peut-être je m'en bats les couilles aussi, si je peux me permettre. Tu vois, avec bien sûr le respect pour la République et nos institutions qui sont la France. Non mais moi je pense qu'il faut dissocier quand même ce que font quand on dit les artistes engagés, parce qu'en fait ils peuvent s'engager au sein, je veux dire, dans l'acte même de leur création, ou s'engager en tant qu'artiste, c'est-à-dire en tant que figure public et politique. C'est deux choses qui me semblent différentes. Quand on leur dit, mais là, engagez-vous, faites un post, j'en sais rien, faites une déclaration, etc. Moi, je pense que c'est pas la même chose quand ce qu'on attend quand on dit on veut de l'art engagé. C'est-à-dire que dans leur création elle-même, là, par contre, c'est vrai que c'est plus délicat. Parce qu'il faut saisir la nature de ce que c'est qu'un geste artistique. C'est pas un tract, c'est vrai. C'est pas des militants à ce moment-là. Leur tâche, le tâche de l'artiste, c'est d'ouvrir un monde, c'est d'ouvrir un horizon qui jusqu'ici était fermé. Mais comme il est ouvert, c'est-à-dire c'est de tester des choses. En fait, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Ça peut, du coup, c'est impur. Du coup, ça peut être
idéologiquement pas encore tout à fait identifiable. C'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, etc. Mais justement, c'est un espace de liberté. C'est ça, un espace de liberté. C'est on s'autorise à faire des choses que, dans le cadre justement du discours, commun, rationnel, politique, on peut pas. Parce que là, c'est normé, etc. Mais quand on fait rire, notamment le rire, encore plus le rire, parce que c'est l'endroit du trouble, etc. C'est l'endroit où on joue justement avec des non-dits, etc. Avec des fantômes, voilà, on joue avec de l'invisible, quoi. Et donc, il faut assumer ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire, mais il faut autoriser ça. C'est-à-dire qu'il faut que cet espace-là, il soit protégé. Ils aient le droit d'expérimenter des choses. Mais c'est ça la politique à l'intérieur de l'art. C'est-à-dire c'est ça cette liberté-là. Je vais tester, je vais dire des trucs, je vais voir ce que ça fait. Mais c'est comme ça qu'on ouvre le sens, qu'on ouvre l'imaginaire, qu'on ouvre des perspectives que dans d'autres régimes de discours, on ne peut pas faire. C'est ça la plus-value d'un artiste. Donc c'est pas de coller spécifiquement à une idéologie, etc., à dire bah voilà, qu'est-ce que tu penses de ça. Un artiste, quand il se met à créer, il dit pas ce qu'il pense vraiment. C'est pas ce qu'il pense, comme tu dis, il est traversé par quelque chose. Il est traversé par une expérience et il essaie d'en rendre compte et il essaie de la partager à d'autres. Et cette expérience, après, elle va porter ses fruits et chacun en fera ce qu'il voudra. Mais voilà, mais cette expérience, effectivement, elle peut être aussi innervée. Enfin, je veux dire, elle peut être aussi, nourrie par des engagements, par ailleurs, des lectures, etc. C'est pas le problème. Mais je veux dire, ce que je tiens à dire ici, c'est qu'il faut pas non plus rabattre complètement le jet artistique au geste militant à proprement parler tel qu'on l'entend. C'est pas aussi simple que ça. Il faut laisser. Je veux dire, il y a aussi quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les militants, on n'est pas des flics. Il faut laisser cette liberté-là. Je veux dire, mais parce que cette liberté-là, elle va permettre précisément que les artistes ils soient de notre côté, parce qu'ils comprennent que c'est nous, on est le camp de l'émancipation. C'est avec nous, de notre côté, qu'ils vont pouvoir être ce qu'ils sont. Je veux dire, gagner en puissance dans leurs gestes. Ils vont pour nous, il y a une espèce de confiance, quoi, qui est accordée à ce qu'ils nous proposent. Merci. Est-ce que le public, vous avez des questions face à ce super crew? Qui veut poser une question? Ah, pardon. Parce que vous parlez de cette liberté et de ces gestes-là, mais par exemple, la liberté que tu as prise, elle a été aussi un moment de rupture. Aujourd'hui, tu t'autoproduis. Toi, tu es publié par une maison indépendante qui joue... La Fabrique, Alhamdoulilah, qui joue le jeu d'être contre l'ordre établi. Toi, je suppose aussi que tu es en indépendant. Donc, il y a aussi des conditions de production avec lesquelles il faut rompre pour pouvoir oser. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'oser aussi. Et aujourd'hui, nous, dans le livre, vous, peut-être ailleurs, nous, on est sévèrement attaqués. D'ailleurs, tu disais combien, en fait, on y gagnait. La Fabrique ne vend jamais autant de livres de Horia Boutelja que quand elle est dans la sauce. Les soulèvements de la terre ne vendent jamais autant de livres à la Fabrique que quand Darmanin a décidé de mettre leur nom ou celui d'Andreas Malm dans un décret de dissolution. Donc voilà, c'est vrai qu'on y gagne énormément. Toutefois, c'est des filières qui sur le terrain économique sont attaquées et vont l'être. Par exemple, la distribution-diffusion aujourd'hui du livre indépendante, on tient bien, tout va bien, mais... Tu vois, c'est pas la librairie qui est en danger, c'est pas les éditeurs, c'est la diffusion-distribution et qui est pas du tout saisie par le secteur. Vous, j'imagine aussi que les salles, par exemple, dans lesquelles tu t'autoproduis, il y a aussi des pressions possibles. Donc c'est pas seulement oser qui est possible, c'est aussi, vous, ça a été rompre avec une certaine forme de production et vous pourriez peut-être en parler. Dans quelle mesure, toi, tu t'autoproduis? Comment, toi, tu construis ton indépendance? Alors, concernant l'humour, c'est en fait, en gros... le modèle économique, on a les salles parisiennes où on peut se produire en résidence et puis on a les tournées, donc un peu partout en France. Et les salles parisiennes, c'est la ville dans le monde où il y a le plus de théâtre dans le monde. On galère pour louer une salle, alors que c'est la ville où il y a et il y a plein de créneaux disponibles parce qu'il y a deux types de théâtre, tu as le privé et le public. Donc, le public, en gros, il t'explique qu'en fait, tu ne peux pas venir parce qu'il y a une pièce de théâtre qui va se jouer, il y a 0 personne va venir
mais il se trouve qu'ils ont une plume dans le derche et qui récitent Shakespeare en allemand, personne comprend, mais c'est subventionné, donc c'est génial. Et toi, tu leur dis, ouais, mais moi je loue la salle et il y a des gens qui vont venir. Mais on s'en fout, en fait, parce que c'est payé par les impôts, en fait. Eux, ils n'ont pas... Et les privés, donc on a Bolloré, on a Jean-Marc Dumontet, on a... Voilà, mais dans l'édition, je sais bien. On a la même problématique où on a des gros qui ont acheté tous les théâtres privés. Donc il nous reste quelques lieux, très peu de lieux, où on peut se produire. Là, on a trouvé un théâtre, la Seine parisienne, les gens me disent « Ouais, c'est où ?» Bah ouais, c'est la galère, frérot. Voilà. Mais c'est ça notre difficulté qu'on a, nous, en tout cas dans l'humour. Et après, dans le rap, là, c'est la partie économique. Donc moi, je suis berbère d'Auvergne. Donc là, si vous avez des questions, c'est maintenant. Combien tu gagnes? Dans le rap, on a, enfin, je sais pas si vous avez le système des SMAC, des salles de musique actuelles dans l'humour, mais dans le rap, il y a une espèce de montage. C'est des associations, souvent des anciens rockers, qui tiennent des tiers-lieux ou qui tiennent des lieux avec des DSP, là, comment ils appellent ça, de délégations de services publics. En gros, c'est les municipalités qui donnent la délégation à une asso qui tient une belle salle avec une jauge en général entre 500 et 1200 places. Donc moi, c'est ce genre de salle auquel je fais appel. Et j'ai la chance de passer entre les gouttes encore parce que les SMAC tiennent bon. Quand il y a des pressions, moi j'ai des pressions constamment en fait. Partout où je vais, il y a un groupuscule de FAF qui se réveille et qui dit il vient, c'est maintenant, on se met en ordre de marche, on dénonce sa venue et on met des têtes de porc devant sa salle de concert, on fait des graffitis, tout ce qui est possible de faire. Et heureusement, les SMAC tiennent encore bon, ne se laissent pas intimider. Mais la pression monte, les coupes budgétaires, ils ont moins de moyens, ils achètent le spectacle, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, partout. Vraiment, le label SMAC existe partout en France. Il faut répondre à un certain nombre de critères. Donc moi, je passe un peu entre les gouttes encore. Il y a des salles qui me refusent. Hein. J'ai cru comprendre que l'Élysée-Montmartre, qui était un peu la deuxième mecque du rap avec le Bataclan, je ne suis plus le bienvenu. C'est que des non-dits en fait. Non, on ne programme pas de rap. Puis après, tu regardes la programmation, il y a voilà des rappeurs qui sont programmés. J'ai reçu le message, quoi. J'ai reçu le message. Donc je passe un peu entre les gouttes grâce à des dispositifs, des labels comme le label SMAC pour pouvoir me produire en concert. Voilà. C'est pas mal, tu me donnes le tuyau là, parce que on galère nous des fois dans les salles. En fait, on trouve pas de salles pour nous où on peut se produire. Mais je connaissais pas ce truc. SMAC. Ouais. Et comme ça, après, je vends un peu de musique. On peut essayer de s'en sortir. Et la littérature, du coup, comment ça... Le modèle économique. Moi, j'ai presque pas été exposée à ce problème parce que dès l'origine, en fait, moi, mon lien avec les éditions de la Fabrique, dont elle est ici la représentante, c'est Stella Magliani Belkacem, qui est l'éditrice de la Fabrique. Non, mais c'était moi, il s'est presque, comment dire, imposé. En fait, c'est un lien organique que j'ai avec cette maison d'édition. C'est-à-dire que j'aurais pas écrit ce que j'ai écrit si j'avais pas été liée dès l'origine avec ça. C'est la maison d'édition qui a apporté toute une famille politique, enfin l'émergence d'un mouvement qui est le mouvement décolonial, de Sadri Khali, Ouria Boutelja, voilà, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et donc la question, c'est quasiment pas posée pour moi, mais donc elle s'est pas posée, c'est-à-dire que j'ai les moyens de dire aussi comment dire, le confort que c'est. En fait, je veux dire, je saisis ma chance parce que je vois bien, je peux projeter ce que cela ferait de travailler au sein d'une maison d'édition, moi qui serait reliée à des grands groupes, etc. Même voilà, dont je ne saurais pas exactement, tu vois, qui aurait un autre agenda que le mien, etc.
je vois bien je projette les problèmes que ça poserait, notamment en termes, comment dire, de confiance, parce que quand on crée, on est dans un rapport de coproduction, enfin de co-création avec l'éditeur, et donc je m'interrogerai à chaque fois sur qu'est-ce qu'il veut, vers où il veut m'emmener. Je suis pas sûre de ce qu'il veut me faire, pourquoi, qu'est-ce qu'il, j'aurais pas de confiance, quoi, tu vois. En plus, je suis militant, donc je veux dire que j'ai cette préoccupation en moi. Là, cette préoccupation, elle n'existe absolument pas, parce qu'en fait, c'est un lien organique, c'est-à-dire on est dans la même famille, quoi. C'est le safe space. On est de la même famille, donc au contraire, c'est un endroit, comme tu dis, une safe space, pardon, qui me permet justement d'avoir une liberté aussi. C'est-à-dire que c'est pas au contraire on pourrait croire, bah du coup, tu es enfermé, comment dire, dans une tradition idéologique, avec une maison qui t'empêche de voir des horizons. Mais non, au contraire, comme je suis plus assurée, j'ai mes appuis, en fait, je suis à la maison. Bah, du coup, je peux plus facilement expérimenter des choses, aller plus loin, tu vois, je veux dire, je peux voler, quoi. Je peux m'envoler parce que j'ai les pieds enfin, je veux dire, je vois où est mon sol, quoi. Mon sol, il est stable, il est solide, je sais qui sont ces gens, je sais où je suis, je sais où je suis en train de créer. Et donc, paradoxalement, au contraire, je suis plus libre. Parce que j'ai mon endroit. Et la liberté, attention, c'est toujours ça. C'est quand on a trouvé son endroit, à partir du moment où on a trouvé son endroit et ses contours, on peut aller se déplacer dans le divers du réel plus facilement. Et parce qu'on a ses contours, parce qu'on existe, en fait. On doit d'abord exister avant d'être libre. Merci. Une question de madame. Alors, je ne sais pas si les termes vont être exacts, mais est-ce qu'il n'existerait pas une sorte de scope artistique de gauche où on pourrait, nous, en tant que militants, en fait, participer? Et quand on a envie de se concentrer et de voir des œuvres, que ça soit via le rap, que ça soit via l'humour, via l'écriture, en fait, où tout soit regroupé et que nous, on puisse participer réellement, mais que ça soit, à chaque fois qu'il y ait quelque chose, enfin, une action, quelle qu'elle soit, qu'il y ait de l'argent qui parte là-dedans, bah, pour qu'on puisse aider... Alors, j'ai une cagnotte, si ça t'intéresse. Voilà. Non, le mieux, en fait, c'est d'aller voir du spectacle vivant ou d'aller en librairie, bien vu, indépendante. Tu me dis tout le reste que je dois dire. et en fait, je pense que c'est ça, vraiment, j'allais dire la base, en fait, c'est d'aller voir des spectacles ou lire des livres, bon, qui vous plaisent quand même, hein, faut que... Mais je pense que c'est ça enfin, pour ma part, hein, après... Alors, ça serait en fait en même temps pour nous ouvrir. C'est-à-dire qu'en vous découvrant tous les trois, moi personnellement, je viens voir Médine. Et je vous découvre en fait... Et nous aussi, on vient voir Médine. Moi aussi. Donc déjà, voilà, merci pour toutes les locutions et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre d'endroit, on pourrait découvrir en fait plein de petits artistes qui correspondent à nos idées, qui correspondent à ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de voir, pas ce qu'on nous impose, pas... Je sais pas si parce que... Non, je comprends tout à fait. Quand tu as dit parce qu'on nous impose par soit les médias ou soit même l'algorithme, Instagram et tout, bah, ce qu'il faut, je pense, de temps en temps, voilà, par exemple, entre nous, on partage des trucs sur nos stories, allez suivre telle personne, vous ensuite, tac, vous suivez les gens, voici le lien de la billetterie, hop, et notre modèle économique, Inch'Allah, j'achète un terrain au bled, là, avec tout. Après, je parlais de ça par rapport à la salle. Ce que vous disiez tout à l'heure, les salles qui refusaient quelque chose comme ça, ça serait une dinguerie, en fait. Il faudrait qu'on achète un théâtre ou une salle, tous ensemble. Ah, j'ai compris. C'est ça ma question. BP aussi. C'est une excellente idée, mais je ne sais pas comment faire. Créer une association. Voilà. Ils vont la fermer, ma salle, elle a dit bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, on en prend encore une. Merci. J'ai une question sur... vous parliez tout à l'heure des solidarités avec les autres artistes, etc. Notamment, Médine, il y avait quelques années, tu avais été interdite de jouer au Bataclan. Et je crois me souvenir, j'étais ado, etc., mais que le milieu du rap avait été assez solidaire de toi à ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est moins le cas? Enfin, est-ce que vous avez l'impression que c'est moins le cas maintenant? Ils n'ont pas été tant solidaires que ça, le milieu du rap, à ce moment-là. J'ai souvenir de Fianso qui s'est exprimé
de facto. Mais très peu de personnes se sont exprimées. Après, si je peux juste me permettre, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une chronique spéciale sur toi. C'est Bataclan. Ouais, parce que tu avais été interdit et je t'avais donné des conseils mode. Et voilà que tu les as suivis. C'est vrai. C'est grâce à toi tout ça en fait. C'est grâce à lui. Putain, il est rentré dans ma tête. Donc, Fianso et Jamil. Voilà, merci. Aïe, aïe, Ils étaient deux. Merci, Jamil. Non, mais ils n'étaient pas tant que ça, en fait, à se solidariser à l'époque. Hein. Après, en vrai, en privé, je reçois pas mal de messages de solidarité, de soutien, etc. Mais je préfère en public quand même. Je préfère qu'on me soutienne en public. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est l'heure de l'Archa. Ouais, alors, moi je veux juste, avant de finir, dire à tout le monde merci de nous avoir soutenus, d'être venus à toutes ces tables rondes. Je veux remercier toute l'équipe qui a été incroyable. Je vais les citer parce que... Je vais les citer parce que c'est pas des blagues quand on dit que en fait c'était notre première. On s'est dit ah super, la fête de l'UMA c'est un truc cool, on va camper, ça doit coûter 3,50 € le stand. Non, en fait le stand coûte 7 000 €, on avait 3,50 € au démarrage, donc on a campé, on a dormi là, on a fait nos t-shirts tout seul, on a fait nos sandwichs tout seul, on fait tout seul. Et du coup, pour faire tout ça, eh ben, il faut des gens avec un grand cœur, il faut des gens qui sont déter comme je le suis. Et du coup, ben, je veux remercier tous ceux qui étaient avec nous. Alors, nous avons notre graphiste italienne exceptionnelle, Carlotta. Elle est où, Carlotta? Carlotta, elle est là. On te voit pas avec tes beaux yeux. Carlotta. Nous avons également mon frère, mon frère adoré, mon inspiration, Issam El Khalfaoui. Nous avons Louis. Alors Louis, je ne l'ai pas mis dans une case parce qu'il fait beaucoup de choses, Louis. Il est en train de passer son barreau, Inch'Allah qu'il a, ça c'est autre chose. Mais sinon, bah, Louis, il est assez nécessaire puisqu'en fait, il est là pour nous tous. Et donc, un grand merci à Louis pour son engagement. Ma Leilouche d'amour qui a fait les meilleures ponches tous les jours jusqu'à 2h du matin, déterminée. Il y a notre photographe, Juliette Jacobs. Il y a notre artiste peintre, Jérémy, qui ne s'est pas arrêté. Il y a notre Gabi qui est juste là. Bravo à Gabi. Elle a construit toute seule de ses mains le bar. Et c'est elle qui a fait tous les bancs parce qu'on n'avait pas l'oseille pour en acheter. Donc merci Gabi. Il y a Yanis, je ne sais pas où est Yanis. Ok, bah il y avait Yanis. Et Chloé Vary, c'est elle qui nous a fait ces super graphes. C'est elle qui a fait ce t-shirt magnifique que Leïla porte. Chloé Vary, elle fait de la BD et elle a été d'une grande aide dans l'équipe artistique, donc merci. Je vais aussi remercier Yessa. Elle a été de bons conseils, elle a été là avec nous, elle a été déterminée, elle nous a rejoints dans l'association pour nous donner de la force, donc merci à Yessa. Et toute l'équipe artistique que j'ai vraiment souvent ennuyée, merci Christophe, merci Omar, que j'ai saoulé. Merci Yazid, parce que franchement, c'était tous les jours, plusieurs tables rondes par jour. Et en fait, il ne le sait pas, mais je suis méga fan de Médine.
Donc je vais demander à Medine de nous faire une petite clôture, genre un peu quand même. Il a une voix, quoi. Vous voyez, un petit truc, genre 2-3 phrases, quoi. Quelque chose, quoi. Histoire de faire kiffer tout le monde. Est-ce que vous kifferez? J'ai encore 2 personnes à citer qui, juste avant de passer à ça, c'est Mafati Chouvia. C'est une personne exceptionnelle qui est venue avec nous tous les jours. C'est la maman de Cédric Chouvia. Elle est là avec nous à chaque fois. Elle est engagée. C'est pour moi quelqu'un de ma famille. Et je l'aime très très fort. Et c'est comme une maman de lutte. Donc merci à Fatih. Et je vais aussi remercier Amal. C'est notre guest militante. Elle est là quand elle peut. Et elle donne de la force aussi. Donc merci à elle. Et depuis quelques temps, je fricote un peu avec PDA. Je commence à connaître Houria. Et du coup, un grand merci à Houria Boutelja qui donne de la force. Merci à elle. Et maintenant, on est d'accord que c'est le moment pour Medine de nous faire kiffer! Elle se fait son kiff de fin de journée toute seule. Moi, je suis pas un slammer, tu sais, j'ai besoin d'instru et de musique. Hein. Non, fais rien, c'est encore pire ça. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que tu veux, vu que c'est toi qui fais la programmation, qu'est-ce que tu veux entendre? 1, 2, check. Ok, j'ai choisi le micro le plus fort. A cappella, vous voulez finir sur du sale comme ça? Ils sont trop réactifs. L'amour, c'est long, hein. De quoi? Non, c'est dur ça. L'amour, ok. Je vais faire la moitié de l'amour. Sinon, ça va être trop long. C'est l'histoire d'une société qui chute à l'horizontale. L'important c'est le parachute, quel que soit l'atterrissage. J'ai mis la culture de la rue dans la France et son pactage, car pour pouvoir former la lune, faut que tous les quartiers se rejoignent. On chanterait presque la Marseillaise avec Jules, avec Ayam, les bruits des copes de supporters. Ça étouffe toutes les calaches. On aime la garde républicaine quand elle chante avec Aya. On hait les gardiens de la paix quand ils shootent les Kanaks, quand ils compressent les thorax de Cédric et d'Adama. Que sans les images des dashcams, on ne serait rien des causes du drame. Alors on se fout de leur morale, des humanistes à 2 balles. On s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits. Que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Et que le chef de police, c'est sûrement un chef de famille. Et que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre qu'oublier. Un crime est un crime. De Beltrame à Oussekine, on va tous finir par se kill. Alors j'ai plus qu'une chose à dire. L'amour. Lexa Music. PLO style. PLO style. Mr. Arafat, rest in peace.
pot d'olivier dans une main, revolver dans l'autre. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي